Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo d'électronique où on va présenter un montage très classique de l'électronique analogique qui s'appelle le montage à détecteur d'enveloppe. Alors, c'est un montage qui est utilisé lorsqu'on fait de la modulation d'amplitude et alors qui est un montage historique qu'on n'utilise plus beaucoup désormais, mais qui a un certain intérêt parce qu'il est très facile à réaliser, qui permet de faire une démodulation rapide lorsqu'on a un signal modulé en amplitude. Donc un signal modulé en amplitude, c'est ça. C'est une manière de transmettre l'information à distance, c'est la modulation AM. Et donc l'idée générale, c'est que l'information qu'on transporte est cachée dans l'amplitude d'une sinusoïde qui varie à haute fréquence, et que on transmet donc l'information sous la forme du signal E, mais ce qui nous intéresse vraiment, à la fin, c'est de récupérer uniquement la forme de l'enveloppe ici que j'ai dessinée en pointillé. Donc on voudrait, à partir de ce signal-là, récupérer ce signal-là. Cette opération s'appelle la démodulation. Alors il y a plusieurs manières de le faire, mais on peut faire une démodulation ici avec ce circuit qu'on appelle un démodulateur par détection d'enveloppe, et qui est le circuit constitué d'une diode ici, qu'on va réexpliquer, dont on va réexpliquer le fonctionnement, d'une résistance et d'un condensateur. Donc on va voir comment ça fonctionne. Alors juste avant ça, il y a deux constantes de temps importantes qu'on va fixer. Ici, vous avez la petite période qu'on va appeler TP comme période associée à la porteuse. Alors on ne rentre pas dans les détails de la modulation d'amplitude, c'est pas le but ici, mais on appelle juste ici cette période apparente TP, et la période du signal qui constitue l'enveloppe, qu'on appelle le signal modulant, est notée TM. Donc TM qu'on retrouvera aussi sur ce graphique-là. Donc l'idée, c'est qu'on met en entrée du montage des modulateurs le signal bleu, et qu'en sortie, on trouve ici le signal jaune. Et puis on va expliquer maintenant comment fonctionne le montage et comment choisir R et C pour que tout se passe bien. Alors l'étude va se dérouler en trois petits temps. Tout d'abord, on va réexpliquer comment on étudie les montages constitués de diodes. C'est pas si simple parce que la diode étant un composant non linéaire, ça nécessite des méthodes qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en électronique analogique linéaire classique. Ensuite, on expliquera donc qualitativement le fonctionnement du démodulateur qu'on vient de présenter, et on fera une étude un petit peu plus quantitative par la suite pour aller un petit peu plus loin et justifier davantage ce que nous disons. Alors avant ça, revenons sur la diode. Donc la diode, je l'ai représentée ici. C'est un composant non symétrique qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Alors ça se voit directement quand on trace la caractéristique I en fonction de U de la diode. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, soit la diode est passante, c'est-à-dire que le courant I est positif, et que la tension U est nulle. Et donc, elle se comporte comme un fil. Donc là, je m'intéresse à une diode idéale ici. Donc là, la diode se comporte comme un fil, elle laisserait passer le courant I s'il est supérieur à 0, et à ce moment-là, elle imposerait une tension nulle. On a une autre possibilité, c'est que la diode soit bloquée. Donc ça, c'était le domaine diode passante. La diode bloquée est donc à courant nul. Elle se comporte comme un circuit ouvert, et dans ce cas-là, c'est quand la tension à ces bornes U est négative. Donc voilà, deux modes de fonctionnement pour la diode, passant ou bloqué. Alors comment on passe de l'un à l'autre? Donc on peut l'écrire aussi de cette manière-là. Donc soit elle est passante, donc pour une diode équivalente, pour une diode idéale, elle est équivalente à un fil, et donc on a U égale 0, I positif. Soit elle est bloquée, là dans ce cas-là elle est équivalente à un circuit ouvert, et on a U négatif et I égale 0. Voici les deux modes de fonctionnement de la diode. Et comment on étudie un circuit à base de diode? Eh bien on doit faire une hypothèse sur l'état de la diode dans la situation qu'on étudie, et voir si cette hypothèse est valable. Alors, si on fait l'hypothèse que la diode est bloquée, elle deviendra passante. On passera à l'état passant quand U sera égal à 0. La tension à ces bornes sera égale à 0. Si au contraire, on est dans le cas diode passante, elle deviendra bloquée quand I sera égal à 0. Donc en fait, on va faire une hypothèse sur l'état de la diode dans notre circuit. On va vérifier que c'est cohérent avec les conditions
associé à l'état, et on va voir jusqu'à quand cette hypothèse est vérifiée pour qu'on passe dans l'autre état. C'est un peu un mode de résolution des exercices qui est le même que quand on fait des frottements de Coulomb, où on a l'état d'adhérence et l'état de glissement, qui sont associés à chacune à des conditions, et à des conditions de sortie pour passer dans l'autre état. C'est de la physique non linéaire, et on est un petit peu obligé de faire ce genre de raisonnement pour étudier les systèmes. Alors là, c'est un petit peu théorique, donc maintenant on va passer dans le vif du sujet avec l'étude du démodulateur par détection d'enveloppe. Alors on va étudier le circuit à détection d'enveloppe avec une première méthode qualitative. Et en fait, cette méthode, elle sert en général pour résoudre la plupart des exercices consacrés à ce sujet. Elle permet aussi de bien s'approprier comment fonctionne le montage. Elle n'est pas complètement rigoureuse, donc c'est pour ça qu'on fera une étude un petit peu plus quantitative après. Mais déjà, c'est important de commencer par ça pour comprendre au maximum ce qui se passe. Alors, on va partir de ce signal d'entrée là, E, en bleu. Et puis on va supposer que le condensateur vient d'être mis dans le circuit et qu'il est initialement déchargé. Autrement dit, la tension S à l'instant initial, donc l'instant initial on va le mettre ici, c'est T égale 0 est ici, vaut 0. Alors, on voit, donc initialement on a pris un cas où E aussi est égal à 0, et puis on voit que le signal E, la tension E est croissante, et donc voyons ce qui se passe. Alors, je vous ai dit, quand on a un circuit avec des diodes, il faut faire des hypothèses sur l'état de la diode. Donc par exemple, imaginons que hypothèse AT égale 0, diode bloquée. Dans ce cas-là, elle serait équivalente à un circuit ouvert. Alors je ne sais pas si mon hypothèse est bonne, mais on va tout de suite s'en rendre compte. Donc ce qui est toujours intéressant, c'est de redessiner le circuit. Donc vous la redessinez en la remplaçant par un circuit ouvert. Vous avez la petite tension U aux bornes de la diode. Ici, vous avez E. Ici, vous avez S. Le condensateur est déchargé, donc S égale 0. Et puis on voit que E est positif, puisque E était égal à 0 et E est croissant. Comme il n'y a pas de courant qui circule dans ce fil, cette partie du circuit ne reçoit pas de courant, donc le condensateur ne se charge pas, S reste égal à 0. Et bien là, vous vous apercevez que U est égal à E moins S, et que donc il est positif. Or, souvenez-vous de la caractéristique de la diode, IU, soit on est dans un état bloqué et U négatif, soit on est dans un état passant et I positif et U égale 0. Mais U positif pour un état bloqué, ce n'est pas possible. Donc l'hypothèse du circuit ouvert, que la diode est bloquée, ne convient pas. Et donc en fait, on arrive à une situation absurde, donc il faut que la diode ici soit passante. Donc à t égale 0, la diode est passante, et donc on va la remplacer par un fil. Et comme la diode est passante, on la remplace par un fil, il y a du courant I positif nécessairement, puisqu'on est dans cette portion-là maintenant de la caractéristique, donc I est positive, va circuler dans le circuit, qui va charger le condensateur, ici, et donc la tension au bord du condensateur va pouvoir augmenter, et en fait on s'aperçoit, en faisant une loi d'émail très rapide ici, que S, maintenant, est égal à E. Donc tant que I est positif, S va être égal à E, et le condensateur va se charger, donc S égale E, je peux donc, si je trace sur le même schéma ici, le signal de sortie du montage, S égale E. Alors jusque quand S égale E? S, c'est là qu'on va faire les choses qualitativement. S va être égal à E jusqu'à ce que I ne soit plus positif. C'est-à-dire, quand est-ce que le fait que I était positif permettait la charge du condensateur ici. Maintenant, si le condensateur ici veut se décharger, eh bien, ça va, grosso modo, se traduire par une volonté du courant d'aller dans l'autre sens, pour que les charges qui soient stockées dans le condensateur aillent dans l'autre sens. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque le condensateur peut aussi se décharger dans la résistance, mais grosso modo, quand le condensateur va vouloir se décharger, c'est là qu'on va avoir I qui va vouloir être négatif. Quand est-ce que le condensateur va vouloir se décharger? Eh bien quand la tension S va décroître. Or, comme S égale E, c'est donc quand E va décroître. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que tant que E augmente, S le suit, puis quand E veut diminuer, le condensateur ici va vouloir se décharger, il va vouloir se décharger à travers, a priori, le reste du circuit, donc par là, dans la résistance et dans la diode, mais la diode n'accepte pas
le courant dans l'autre sens, les courants négatifs, et donc la diode va devenir bloquée pendant les phases de décroissance de E. Donc, a priori, dès que E va se mettre à décroître, on arrive à une diode bloquée. Donc, si on zoome ici, grosso modo, tant que E était croissant, on avait une diode passante. Quand E devient décroissant, la diode, et là on réétudiera un peu plus en détail cette étape tout à l'heure, la diode se bloque. Et alors que se passe-t-il si la diode se bloque? Eh bien on a un circuit RC coupé du reste du montage, puisqu'on a un trou désormais ici. Et bien donc on va avoir une décharge du condensateur dans une résistance, et ça, une décharge d'un condensateur dans une résistance, on sait. Donc là on n'a plus S égale E, hein, on a S qui est tout seul, et on sait que S de T, quand il se décharge sur une résistance, et bien en fait il a une allure comme ça, d'exponentielle décroissante, avec une constante de temps, tau, égale RC. Et donc c'est ce qui va se passer ici. Alors jusque quand? Donc maintenant la diode est bloquée. Donc à T égale ce qu'on va appeler ici T1. Donc c'est l'instant représenté ici. La diode est bloquée. On a la décharge de C dans R. Alors jusque quand une diode est bloquée, eh bien nous l'avons vu, hein, on avait vu les deux états de la diode tout à l'heure. Quand on est dans l'état bloqué, on y reste jusqu'à ce que la tension bande de la diode redevienne nulle. Eh bien allons voir la tension bande de la diode. C'est ça, c'est U qui est toujours égal à E moins S. Quand est-ce que U sera nul? Quand E et S seront à nouveau égaux. Donc décharge de C dans R jusqu'à ce que E égale S. Et là, la diode redeviendra passante. Alors regardons ce qui se passe ici. On a donc eu la charge du condensateur, la diode se bloque, on a une décharge du circuit RC, qui normalement continuerait comme ça, hein, comme une décharge d'un condensateur dans une résistance avec une exponentielle décroissante. Donc on a la décharge du circuit RC jusqu'à ce que S égale E, c'est-à-dire jusqu'à ce que la courbe jaune et la courbe bleue se rencontrent. Là, la diode redevient passante, elle rebloque quand E veut diminuer, décharge du circuit RC jusqu'à ce que E égale S, etc. Et là, vous avez, grâce à ce fonctionnement, donc S égale E, diode passante, diode bloquée, diode passante, diode bloquée, diode passante, diode bloquée, et vous récupérez le signal jaune en sortie, et ce signal jaune, eh bien, si vous le regardez maintenant d'un peu plus loin, et qu'on le retrace, alors, traçons-le ici, tout seul, pour bien s'apercevoir de ce que nous venons de faire. S en fonction du temps, eh bien ça a quand même bien l'allure. Alors c'est un petit peu crénelé, bien sûr, voilà, mais ça a quand même bien l'allure, grosso modo, de la sinusoïde. Alors de la sinusoïde d'enveloppe du signal bleu. Donc on a bien récupéré l'enveloppe du signal bleu, ce qui était décidé. Alors il faut bien avoir conscience que là on a grossi le trait, mais qu'en général TP est beaucoup plus faible que TM dans les cas pratiques. Donc ce qui fait que les petites oscillations comme ça, on les voit à peine. D'accord? Et on récupère vraiment quelque chose d'assez lisse. Alors ça, c'est le cas idéal où ça marche bien. Vous voyez, on a essayé d'expliquer, de comprendre pourquoi ce montage marchait bien. Alors il y a quelques écueils qu'on vous demande souvent d'étudier. Ils concernent le réglage de R. Alors pour comprendre l'influence de R et C, on se rappelle que tau égale RC, c'est le temps caractéristique de décharge du condensateur. C'est-à-dire, ça caractérise la décharge du condensateur lorsque la diode est bloquée ici. Si tau est trop faible, le condensateur va rapidement se décharger, et donc au lieu d'avoir ce que nous venons d'observer ici, nous aurons quelque chose de ce type-là. Avec une décharge très rapide de RC, là, S égale E, la diode redevient passante, la diode redevient bloquée, la diode redevient passante. Et vous voyez, le signal jaune, il sera extrêmement très dentelé, hein, si vous voulez, c'est-à-dire que
si on revient sur le signal jaune, hein, nous on aimerait, le but du démodulateur, c'est quand même d'avoir un signal jaune qui suit l'allure de l'enveloppe du signal bleu, et là on s'aperçoit que on n'aura pas du tout ça, hein, si j'efface ça, mais taux est mal réglé, et là on aura quelque chose comme ça, et ça ne ressemblera quand même pas du tout à ce que l'on souhaite. Donc il faut quand même que la constante de temps taux soit grande devant une autre constante de temps, qui est laquelle? Qui est TP. C'est-à-dire qu'il faut que le temps de décharge, taux, soit supérieur nettement, largement supérieur à TP, pour éviter de se retrouver dans la situation qu'on vient de dessiner. Donc on pourrait se dire, eh bien, comme taux doit être très grand devant TP, prenons taux le plus grand possible, et comme ça on sera sûr de vérifier cette condition. Mais alors, dans ce cas-là, le condensateur va se décharger très lentement. Donc imaginons que nous partions de cette situation. Là, la diode est passante, donc S égale E, et puis le condensateur se décharge très lentement. Et là, on voit qu'il n'arrive pas à faire d'intersection avec la phase de croissance suivante du signal d'entrée E. En fait, on se souvient que la diode redevient passante quand S égale E, et ça arrivera très tardivement, peut-être, allez, ici. Et hop, on est reparti pour... Et alors là, on se rend compte que le signal jaune, au lieu de décrire la sinusoïde ici, qui constitue l'enveloppe du signal bleu, il décrit plutôt quelque chose comme ça, mais donc n'est pas fidèle non plus à l'enveloppe. Donc taux doit être beaucoup plus grand que TP, mais ne doit pas être trop grand non plus. Il doit être nettement inférieur à une autre constante de temps, qui est cette fois-ci la période du signal modulant, la période de l'enveloppe. Il faut quand même qu'il se décharge suffisamment vite pour voir les variations de l'enveloppe. Donc voici la double inégalité à laquelle doit être soumis la constante de temps taux, afin de bien dimensionner le détecteur d'enveloppe, et ainsi voilà, que le circuit fonctionne bien. Alors plus on aura TM et TP qui seront loin l'un de l'autre, hein, plus la période de la modulante et de la porteuse seront d'ordre de grandeur très différent, plus ce sera facile de dimensionner aisément taux, puisqu'à chaque fois quand même très petit, c'est au moins un facteur 10, donc il faut qu'il y ait de la place entre les deux. Alors voilà pour cette analyse qualitative, je vous ai dit qu'il suffit en général dans la plupart des exercices, mais on va aller un petit peu plus loin, et notamment étudier un petit peu le moment de décrochage, parce que on l'a pas fait très rigoureusement, donc on va voir comment on peut faire mieux. Alors revenons sur le signal E initial, qu'on va mettre en entrée du montage, et on va juste faire une hypothèse pour cette étude, c'est qu'on va supposer, ce qui est le cas dans la réalité, que en fait TM est très grand devant TP, ce qui fait que localement, si on regarde sur plusieurs oscillations, on peut supposer que l'amplitude est quasiment constante. C'est-à-dire qu'en fait, on peut négliger à l'échelle de TP la variation de l'amplitude de la sinusoïde. Ce qui fait que je vais me ramener pour l'instant à l'étude de E qui est sinusoïdale, c'est-à-dire qu'en fait l'amplitude ici varie très peu, en fait elle varie sur des échelles de temps bien plus longues, et donc sur l'échelle de quelques périodes TP, on néglige la variation de l'amplitude du signal d'entrée. C'est vraiment ce qu'on observe en réalité, et donc je note le signal d'entrée E égale U0 cos oméga t, avec oméga qui est 2π sur TP, la période d'oscillation observable. Et donc ce signal E, nous allons le mettre en entrée du détecteur de crête. Et donc, imaginons un moment donné où la tension E est ascendante, on a montré rigoureusement que dans ce cas, la diode était passante. On l'a démontré en supposant le condensateur initialement déchargé, et en montrant que si ce n'était pas le cas, ça conduisait à une tension U positive aux bornes de la diode, ce qui n'est pas possible, hein, d'après la caractéristique de la diode. Je rappelle, I de U, avec les conventions d'orientation ici données, qui est de cette forme-là. Il n'y a pas de possibilité d'avoir U positif. Alors j'insiste au passage, je ne l'ai pas encore fait dans cette vidéo, sur le fait que la caractéristique qu'on donne ici est vraiment associée aux conventions dessinées telles qu'elles le sont ici. C'est-à-dire que I est entrant par ce côté-là de la diode, et U est en convention récepteur. Alors, donc on a la diode qui est passante, elle est équivalente à un fil, donc on est dans cet état-là. Et on veut déterminer à quel moment la diode va se bloquer. Alors depuis le début, nous disons qu'elle se bloque quand E commence à diminuer, puisque le condensateur, nous avons dit, veut se décharger, et ce n'est pas possible à travers la diode. Alors on va essayer de le faire un petit peu plus rigoureusement. Le vrai critère pour passer de passant à bloqué, c'est que le courant I dans la diode s'annule.
Alors, exprimons ce courant I dans la diode. I, c'est le courant qui circule dans la résistance plus le courant qui circule dans la capacité. IR plus IC. Or, IR, c'est S sur R, et IC, par définition, c'est ds sur dt. Mais comme on est ici pour l'instant en régime de diode passante, tant qu'elle n'est pas bloquée, elle est passante, on a S égale E, et qui vaut donc U0 cos oméga t qui nous est donné ici. Donc je peux remplacer ici I. Donc tant que la diode est passante, on a U0 cos oméga t sur R. Donc moins C U0 oméga sin oméga t, puisqu'on dérive. Et donc quand est-ce que la diode va se bloquer? Eh bien quand I va être égal à 0. C'est-à-dire qu'on va chercher l'instant t pour lequel cette expression s'annule. Et ça, on va l'obtenir en fait quand tangente de oméga t, hein, il suffit d'écrire que ça est égal à 0 et faire passer les termes à gauche et à droite, on va trouver que tangente de oméga t est égal à 1 sur RC oméga. Autrement dit, on va trouver que t égale 1 sur oméga fois l'arc tangente de 1 sur RC oméga. Or nous disons depuis le début que c'est en t égale 0, ici, que la diode va se bloquer. Alors est-ce que ce qu'on dit depuis le début est faux? Pas tout à fait. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'on a vu que taux égale RC, c'était la constante de temps de la décharge du condensateur. Et pour que le montage fonctionne de manière convenable, il fallait que cette constante de temps soit faible devant la période de l'enveloppe, Tm, mais rapide devant Tp. Pour que le condensateur n'ait pas trop le temps de se décharger entre deux oscillations successives, de sorte qu'il reste collé entre guillemets à l'enveloppe du signal et qui permette de la retrouver. Alors, et n'oublions pas non plus que Tp c'est 2π sur oméga. Hein, d'accord, puisque oméga c'est la pulsation associée à ce signal-là. Et donc, RC oméga, si je fais passer le oméga comme ça, est très grand devant 2π, donc devant 1 a fortiori, et donc 1 sur RC oméga, c'est quelque chose qui tend vers 0, qui est très petit devant 1. Et donc, si c'est très petit devant 1, l'arc tangente de 1 sur RC oméga, eh bien, tend vers 0. Ce qui fait que ce temps-là, t, il n'est pas exactement égal à 0. Ça, c'est le temps à laquelle la diode devient bloquée. C'est le temps d'ouverture de la diode. Il n'est pas égal à 0. Il est égal à 1 sur oméga arc tangente de 1 sur RC oméga. Toutefois, il tend vers 0 puisqu'on respecte la condition 1 sur RC oméga tend vers 0 qui est liée au bon fonctionnement du montage qu'on a vu dans l'étude précédente. Donc, en toute rigueur, le décrochage se fait un tout petit peu plus loin, mais on peut négliger ce petit temps de décalage. Et donc toute l'étude qualitative que nous avons faite en disant que dès que le signal E décroît, la diode se bloque jusqu'à ce que U égale E, etc., eh bien en fait est convenable. On l'a vérifié avec cette étude plus quantitative. Donc le temps, l'instant de blocage de la diode, c'est celui-là, qui tend vers 0, et donc qui valide a posteriori toute l'étude qualitative que nous avons menée dans la deuxième partie de cette vidéo. Pour conclure, il est clair que si le sujet que vous traitez, ou le TP que vous devez présenter, ne vous demande pas explicitement de redémontrer l'instant de blocage de la diode, il ne faut pas mener l'étude quantitative que nous avons fait en dernier. Vous vous contentez de l'explication qualitative du démodulateur, et vous en déduisez les contraintes que doit vérifier taux pour bien le dimensionner. En général, ça suffit dans 95% des cas. Maintenant, il y a des sujets de concours qui vous guident davantage et qui vous demandent d'expliciter le courant I qui circule dans la diode, et là, c'est pour vous amener à trouver le temps de blocage. Donc, on l'a fait pour que vous voyez vraiment bien la logique qu'il y a derrière, mais j'insiste, on ne va pas aller faire cette étude quantitative si on ne nous le demande pas, parce que ça prend un peu de temps, et finalement on retrouve un résultat que l'étude qualitative nous permettait de ressentir, donc ce serait une perte de temps aux écrits.